tous les dimanches matins à 9h30 devant la mairie. Il y a à peu près 40, 50, 60, 80 personnes qui se retrouvent pour faire 10 km tous ensemble. Et c'est pour moi exemple d'une communication réussie, parce que d'abord, elle est très engageante pour tout le monde. Chacun vient passer un moment avec les autres. Elle est dynamique, puisque c'est pour aller courir pendant 1 heure. Et elle ne coûte rien à la ville. Alors pour moi, une communication réussie, c'est assez simple. C'est une communication qui fait bouger quelque chose chez les gens, donc qui modifie des comportements. C'est pas une communication qui plaît, c'est pas une communication qui déplaît, c'est une communication qui modifie des comportements, qui fait comprendre des choses profondément. Donc c'est ça une communication réussie. Ratée, c'est l'envers. Ce qui distingue une communication réussie d'une communication inutile, c'est celle qui est utile pour la personne à qui elle s'adresse. Et cette notion d'utilité sociale, d'utilité civique, d'utilité citoyenne, d'utilité pratique aussi, en termes d'information de service, me paraît trop souvent avoir été oubliée au profit d'une communication qui est utile uniquement à l'émetteur. Souvent, la communication, je trouve, est conçue comme devant être utile à l'émetteur. Il me semble qu'elle est pertinente quand elle est utile pour le récepteur à qui elle est destinée. Les collectivités publiques ont l'intérêt à communiquer par rapport à leur territoire et à leur action et ce qu'ils font en interne et en externe. Ça me paraît fondamental. En interne, parce que c'est une façon de diffuser ce qu'ils font, parce que les habitants ne sont pas toujours au courant de tout ce qui se fait dans la ville et de tout ce qui est possible pour eux aussi d'utiliser dans la ville. Mais vis-à-vis de l'extérieur, les collectivités ont commencé à comprendre que, effectivement, elles avaient la nécessité pour attirer des emplois, pour attirer de l'économie, et de l'économie, de communiquer pour se vendre. Une communication réussie, c'est une communication à laquelle les gens peuvent croire. C'est pas du pipeau, ça leur donne envie de se mettre en mouvement. Je pense qu'une communication ratée, c'est quand un ministre dit que tous les indicateurs passent au vert. Il aurait mieux fait de se taire, plus personne n'y croit, et ça énerve. Elle doit communiquer pour faire bouger des gens à des moments donnés sur des points de vue. Et donc, à ce titre-là, elle n'est pas différente d'une entreprise. Elle a des choses à vendre. Elle a des choses à faire comprendre. Et je crois justement que quand on oublie la persuasion, on est quand même léger face au public. Il y a un public qui cherche à comprendre, et pour comprendre, c'est mieux de communiquer. Donc cette question d'image est de plus en plus importante aujourd'hui pour les collectivités territoriales qui ont compris, ou qui commencent à comprendre, que l'architecture et donc l'intervention sur le territoire de l'architecture a des conséquences sur le territoire, et des conséquences, sur l'image elle-même de la ville, parfois sur des conséquences économiques, sur la valorisation du territoire. On en connaît des exemples très forts. Le premier, le plus fort, dont on a beaucoup parlé, c'est Bilbao. Et aussi sur la transformation complètement de la vision que les gens de l'extérieur ont sur la ville. On est dans un devoir d'information, un devoir de transparence, un devoir de clarification aussi de tout ce qui concerne la gestion de la ville. Et cette communication locale, municipale, publique, elle est un élément fondamental de cette relation de confiance, de cette création de confiance, de ce pacte de confiance entre, d'une part, une population et ses élus, puisque c'est à partir de là qu'une élection a eu lieu et qu'une restitution doit s'opérer. La bonne communication, c'est celle où il y a adéquation entre les deux messages, c'est-à-dire qu'entre la réalité vécue par les habitants et celle qui est vendue à l'extérieur, qu'il n'y ait pas un fossé trop grand. Je pense que l'intérêt d'une communication culturelle, par exemple, moi j'ai toujours été très frappé par ce que les grands-mères ont fait de leur ville via une communication culturelle. Je pense à Fraîche à Montpellier, je pense à Juppé à Bordeaux, je pense à Hérault à Nantes, ou plus récemment à Martine-Aubry à Lille, encore que c'est un peu moins marqué. C'est le fait d'avoir su communiquer sur une réalité culturelle qui était perceptible des habitants eux-mêmes. Mais la communication publique est très importante parce qu'aucun élu ne peut croire que c'est lui tout seul, avec même les autres élus et les services, qui va faire bouger sa collectivité, qui va réussir la mise en place d'une politique publique. Donc il faut
tenir compte de l'intelligence des citoyens quand on conçoit la politique, et puis après ça, s'appuyer sur l'intelligence des citoyens pour qu'elle soit mise en œuvre. Ce n'est pas uniquement les élus et les fonctionnaires qui vont réussir. Donc la question de la communication, est-ce que tout le monde comprend pourquoi on fait ça, comment on le fait, qu'est-ce qu'on y gagne, qu'est-ce qu'on y perd, mais qu'est-ce qu'on y gagne, c'est évidemment fondamental. Le mot éthique est toujours un peu difficile à manipuler parce qu'il est un peu moralisant, voire jugé par certains ringards. Moi, je crois beaucoup à l'éthique et à la déontologie parce qu'à partir du moment où on est dans un monde où il n'y a plus beaucoup de règles pour définir le vivre ensemble, on est à peu près sûr qu'on perd le cap, quoi. Je pense qu'il est bien que l'ensemble des acteurs d'une société, quelle que soit, c'est une collectivité locale, c'est une collectivité territoriale, c'est une communauté nationale, connaissent à peu près les règles à partir desquelles on se positionne les uns les autres. L'éthique de la communication publique, elle est tout simplement dans sa vérité, vous voyez, dans son objectivité. Là encore une fois, on n'est pas dans une relation client-fournisseur, on est dans une relation de transparence. Donc cette relation de transparence, elle se manifeste par deux ou trois choses. Elle se manifeste d'abord par le fait dans la communication de donner des éléments de compréhension, d'évaluation des engagements qui ont été pris. Si on ne balise pas notre communication par finalement l'avancement de la feuille de route, alors la communication perd une partie de son crédit. Ensuite, le deuxième élément de cette communication, c'est ces éléments budgétaires, c'est la transparence, la lisibilité aussi du budget de la commune. C'est compliqué, donc ça doit être vulgarisé, mais c'est l'efficacité, l'optimisation, là aussi des moyens qui sont mis en place pour la commune et dont ces moyens viennent pour la plupart directement de la fiscalité. Et puis le troisième élément, c'est de donner des moyens de communication pour proposer à ce que tous les services qui sont offerts sur la commune soient accessibles par tous avec équité. De toute façon, ça ne marche pas dans n'importe quoi. Hein, donc l'éthique, c'est les gens qui vous l'imposent. Alors après, il y a toujours un problème dans tout ce que l'on fait dans la vie. Il y a un problème de séduction facile ou de séduction profonde. Et je pense qu'il faut faire attention lorsqu'on est dans le public, mais je le pense aussi pour les entreprises, de ne pas se laisser aller à plaire pour plaire. Le plus important est vraiment de dire la vérité. Que les gens deviennent allergiques aux mensonges. Ça donne vraiment l'impression qu'on les prend pour des couillons et c'est de moins en moins acceptable. Et encore à la limite dans l'entreprise, on sait qu'il y a des codes, on sait qu'il y a des règles du jeu, on sait qu'il y a des actionnaires, qu'il y a des time report due. Donc dans l'entreprise, on peut accepter encore une dose d'hypocrisie où on la subit sans rien dire. Mais dans le domaine de la politique, je crois que ça devient insupportable. C'est un outil pertinent dans la mesure où la recherche, dans un environnement économique et budgétaire contraint, la recherche de solutions appelle les contributions d'un maximum, parce qu'on n'a pas la science infuse et puis on ne peut pas sans arrêt sortir le carnet de chèques pour trouver des solutions. Donc pouvoir interpeller la population sur des problématiques qui se posent à la ville et leur dire, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez comme idée, qu'est-ce que vous avez comme expérience, comme expertise, qui serait de nature à nous aider à trouver des solutions plus efficaces et moins chères. Ça a du sens. Donc moi, je vois beaucoup plus ce côté contributif dans les réseaux sociaux que le fait d'aller vite et d'accélérer toujours l'information. Parce qu'autrement, tout le reste, si vous voulez, les politiques qui font du Twitter et tout ça, c'est leur problème personnel, c'est leur problème et c'est leur ego, et c'est leur système à eux. Mais la ville, elle a autre chose à dire. Elle a des choses à communiquer par rapport aux habitants et par rapport aux gens, et par rapport à la façon de vivre en ville et la façon de lier la qualité de vivre en ville, les services qu'elle peut offrir, etc. C'est autre chose que simplement du Twitter. Je pense que les réseaux sociaux sont très importants parce que ça peut diffuser très rapidement, qu'on ait des milliers à avoir une information immédiatement, qu'on ait des milliers à casser quelqu'un s'il dit n'importe quoi, qu'on ait des milliers à s'enthousiasmer pour l'élection de tel ou tel. Voilà, on voit comment on peut vibrer ensemble et se rassembler. Mais ça ne remplace pas, à mon avis, du temps. Je crois que malgré ça, ou à cause de ça, les gens ont besoin aussi de temps un peu long. Je vois que partout où on fait des débats, pendant 2 heures, 3 heures, les salles sont archi pleines. Les gens ont envie aussi de prendre le temps de comprendre. On voit bien, ça devient même un exemple type, que comment les réseaux sociaux peuvent, en 140 signes, faire exploser toutes les communications publiques du monde. Donc, il ne faut pas que ça conduise non plus à une sorte de tétanie
en disant on ne peut plus rien faire, plus rien dire, etc., parce qu'on est à la merci du moindre tweet. Mais il faut que ça invite aussi à ce que, là encore, on considère les réseaux sociaux comme un outil, et rien d'autre qu'un outil utile. Comme vous devez être plus spontané, il vaut mieux que la ligne de conduite soit claire. C'est-à-dire que si en effet on se laisse, on imagine que tout ça est de l'improvisation, je pense qu'on se trompe. Je pense que comme il y a plus de moyens de communication, il faut avoir les idées plus claires pour que quand vous réagissez spontanément, vous redites quand même les idées de base. Et changer de regard sur les quartiers populaires, surtout dans une période de crise profonde telle que nous la connaissons, me paraîtrait une zone d'intervention publique extraordinairement féconde et utile. Et quand je dis quartier populaire, c'est pas uniquement à la périphérie des villes, mais c'est aussi dans les villes et villages où se fait sentir la solitude et la perdition sociale aujourd'hui. On va vers la catastrophe, même à l'Élysée, même à Matignon, ils en ont conscience. Je suis allé 15 fois à l'Élysée, 15 fois à Matignon depuis un an. Ils ont tous conscience qu'on va dans le mur, mais pour différentes raisons, on continue et on va dans le mur bien. Donc je pense que c'est important que des citoyens différents, il y en a qui viennent du MoDem, il y en a qui viennent du Front de gauche, il y en a qui sont chefs d'entreprise, il y en a qui sont syndicalistes, il y en a qui sont vieux comme Edgar Morin et d'autres qui n'ont que 16 ans. Mais je pense que c'est important qu'on se rassemble pour dire dans quelle société on veut vivre. Il est fondamental que les élus, je pense, se battent pour, et les collectivités en sont affectées également, contre le principe de précaution. Et, parce qu'il faut le retirer de la Constitution. Moi, je suis pas la seule à le dire. Je sais qu'il y a des élus qui le disent, et, parce qu'autrement, on vit dans un monde surprotégé et on ne prépare pas l'avenir. On ne prépare pas les jeunes à se battre, on ne prépare pas les jeunes à prendre des risques, à prendre des positions, à prendre des responsabilités. Et donc, on ne construit pas l'avenir en faisant ça. L'enjeu de la communication et des causes publiques, de la relation avec les gens demain, ce ne sera pas tant de leur dire qu'est-ce que vous attendez de nous et de les fournir. Ce sera de renverser la question. C'est de dire, là aussi, dans un environnement contraint, difficile, plus compliqué économiquement, socialement, budgétairement, et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre commune ? Donc moi, je crois beaucoup à ce renversement, à ce retournement qui est de ne plus poser la question des services publics dans une inflation de services en disant voilà ce que je vais faire demain pour vous et j'en ferai toujours plus parce que légitimement, on m'en demande toujours plus, mais d'inverser en disant voilà, on rentre dans une séquence plus frugale et dans cette séquence de frugalité, l'essence même de l'acteur public et de l'action publique sera de créer les conditions pour que chacun puisse amener une contribution à la chose publique, à la cause publique. Comment on va arriver à changer l'éducation nationale ? Ça semble être extraordinaire comme problème, comme enjeu. Il y a tellement... Parce que je pense que, en fait, les gouvernements, pas que celui-là, le précédent, ont à peu près compris que ça n'allait pas. Après, ils ne savent pas comment bouger le monstre. Comment est-ce qu'on fait ? Et pourtant, c'est fondamental parce que si on ne remet pas la patate à nos jeunes, je ne sais pas comment on va faire. Si on continue à leur dire que la vie, c'est un diplôme, je ne sais pas comment on va faire. Si on ne leur dit pas que l'entreprise, c'est formidable, je ne sais pas comment on va faire. Si on ne leur dit pas que c'est vachement sympa de travailler, je ne sais pas comment on va faire. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer au niveau de l'éducation nationale. Mais j'aimerais mieux d'abord travailler sur le fond avant de communiquer. Merci. 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 Voilà. Bonne journée. Mais merci, vous aussi. On n'a pas pris trop. Entre les habitants, Et vous courez avec eux tous les dimanches. Et ça génère quoi? Ça génère un échange? Après, il y avait une demande de Capcom aussi, c'est-à-dire le rapport à la modernité de la communication aujourd'hui au travers des réseaux, cette instantanéité et ces choses qui leur... C'est parfait pour moi. Merci. Vous aussi. On n'a pas pris trop. Non, non, Il y a une proximité, c'est un peu la singularité. parce que quand Camille m'a parlé de ça, elle m'a dit, mais t'es sûr que Très très t'as proche. On a interrogé des gens qui étaient des architectes, des gens qui étaient différents. Vous êtes un peu au cœur de cette question, c'est si vous aviez une cause publique à défendre, laquelle choisissez-vous?